Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora, ligne directe de Brazzaville. C'est un entretien exclusif que nous vous proposons avec Maître Boukounta Diallo. Maître, bonjour. Bonjour. En Wolof, on dit Nangadef, Maître Diallo. Magnifique, Greg. Voilà. Et vous prononcez votre Wolof sans accent, et de façon académique. Merci, Maître, merci. Alors, Maître Boukounta, vous séjournez encore maintenant que nous vous avons à Brazzaville. Quelle a été la motivation principale de votre séjour au Congo? Bon, écoutez, j'étais là dans le cadre de ma mission de défense des libertés de citoyens menacés, et notamment le ministre André Salissa, qui a été aujourd'hui déféré au parquet. Et pour la circonstance, connaissant bien comment les choses fonctionnent dans notre continent, je m'étais dit effectivement constitué, je me devais donc d'être à ce moment précis présent à ses côtés pour l'assister. Ce que du reste nous avons fait avec quelques braves avocats qui m'ont accompagné. Et donc c'est ce matin justement qu'il a été présenté au procureur. Alors, cette présentation au procureur, Maître, il y a eu des images qui ont circulé, qui est suivie d'une discussion quasiment assez violente à l'entrée du bureau du procureur ou dans le palais de justice. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, écoutez, d'abord, c'est le deuil du droit. C'est le deuil aussi de la démocratie, malheureusement. Parce que le spectacle auquel nous avons assisté, c'est un spectacle qui n'honore ni la justice congolaise, ni pour tout dire la démocratie dans ce pays. Car pour un député qui a été arrêté dans des conditions rocambolesques, d'abord sans respect des dispositions de la Constitution de ce pays, qui en son article 134, effectivement dit que lorsque le député n'est pas en session, son arrestation est assortie de la levée au moins de son immunité parlementaire si nous ne sommes pas dans le cadre d'un flagrant délit. Or, de quoi s'agit-il? Au départ, pour justifier les actes qui ont été posés, on a parlé de flagrant délit. Et de flagrant délit, justement, alors on a abouti à des accusations sur le fond de ce que vous avez vu, des détentions d'armes de guerre, d'atteinte à la sûreté de l'État et aujourd'hui encore une nouveauté de détournement de deniers publics. Alors si nous étions dans le cadre d'un flagrant délit, je ne vois pas pourquoi on a jugé nécessaire par la suite à 2 reprises de demander la levée de son immunité parlementaire. Le flagrant délit aurait suffi pour justifier son arrestation. Mais le flagrant délit, en réalité, n'a été brandi que pour pouvoir justifier des perquisitions effectuées arbitrairement et illégalement à son domicile. Pour justifier également son interpellation, alors que les textes sont clairs, la Constitution depuis donc ce référendum, donc cette Constitution dit clairement que pour l'interpellation ou l'arrestation d'un député hors session, il faut nécessairement lever son immunité parlementaire, sauf si on est dans le cadre de la flagrance délit. Vous comprenez aujourd'hui que là où on a brandi le flagrant délit, on a fini par un dossier d'instruction confié au juge d'instruction. Ça veut dire quoi? Le flagrant délit n'était qu'un prétexte pour pouvoir réunir des preuves à l'encontre d'une personne sur qui ne pesait aucune charge, sur qui on n'avait aucune preuve matérielle. Donc, on a procédé par détournement de pouvoir pour accéder à des preuves illégalement obtenues, ou si encore on peut les appeler des preuves puisqu'il n'est en rien concerné par ces éléments soi-disant de preuves qui ont été brandis. Alors, de flagrant délit, mais de surcroît de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, j'ai dit tantôt que cette tentative dure, parce qu'une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État qui dure depuis plus de 8 mois, alors j'ai vu ici la tentative la plus longue de l'histoire judiciaire, en tout cas en Afrique. Et je pense que tout cela n'est pas nécessaire. Lorsqu'on veut accuser quelqu'un sous prétexte de lever l'immunité parlementaire, donc qui le concerne, on se doit au moins de respecter cette loi fondamentale qui est la Constitution, de respecter également ce qu'on a dit au départ, car on ne peut pas parler de flagrant délit et aboutir
en dossier d'instruction. Voilà pourquoi, à mon avis, je pense que aujourd'hui, nous avons assisté à une situation malheureuse. Au nom de la démocratie, au nom de l'état de droit, rien ne justifie qu'on puisse empiéter sur les prérogatives, les avantages accordés à un député de l'État, un député du peuple, qui est là pour défendre les intérêts du peuple et qui se retrouve lui-même dans l'obligation de devoir se défendre face à des accusations fondées sur des preuves obtenues en violation de son immunité. Maître, donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, au commissariat Salsa, il a été présenté, est-ce que maintenant, a-t-il été déféré à la maison d'arrêt? Ah oui, il a été déféré, placé sous mandat de dépôt, comme le procureur l'a si bien lu devant tout le monde, et c'est ça d'ailleurs qui a provoqué un incident de ma part, car lorsque j'ai eu d'abord à l'assister pour la clôture de l'enquête préliminaire au niveau de la direction de surveillance du territoire, je l'ai assisté pour la finalisation de cette enquête préliminaire. Et après cela, donc, ça s'est passé le vendredi. On a cru que peut-être, effectivement, dans l'immédiat, le vendredi, il allait être déféré puisque les délais de garde à vue étaient largement expirés. Donc, c'est aujourd'hui, ce matin, voilà, qu'on s'est levé pour l'amener, le conduire au parquet, mais pas dans le bureau du procureur. Ma surprise a été grande de voir que le procureur avait aménagé un endroit avec pupitre et donc pour la presse également, pour faire une déclaration. Hors du bureau, et je dois dire une déclaration en français. J'ai assisté à l'intégralité de la lecture de cette déclaration. C'est lorsqu'il a voulu justement procéder donc à la traduction en lingala. Alors j'ai dit effectivement, j'étais d'abord surpris de voir que d'une affaire qui devait être purement judiciaire, on était devant un show médiatique qui ne suit pas avec le contexte ni avec les textes en vigueur, où une personne est présentée à la presse monothée, un dignitaire de ce pays, en violation de son intimité, en violation du principe de la présomption d'innocence et en violation du secret de l'instruction. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cela? Lorsqu'on développe énormément d'énormité sur la prétendue culpabilité et sur les poursuites, sans donner la possibilité à qui que ce soit de placer un mot, et lorsque l'avocat demande qu'est-ce qu'on fait du contradictoire, est-ce que il est dit que aujourd'hui, donc nous ne devons pas prendre la parole, mais qui êtes-vous? J'ai dit, mais si vous nous aviez reçus avant cela, vous auriez su qui nous sommes et qui je suis. Je suis désolé. Voilà ce qui a amené effectivement cet incident. Mais heureusement, nous avons en tout cas vu des professionnels, des avocats qui se sont mobilisés pour dire non à l'arbitraire, parce que dans l'exercice de cette mission, nous ne pouvons pas accepter qu'un avocat puisse être muselé ou sous prétexte que le parquet se sent en tout cas atteint, qu'il doit justement répondre de cela. Je pense que tout le monde mobilisé aujourd'hui, donc nous avons fait face à l'arbitraire et la raison est revenue et finalement, donc avec beaucoup de sagesse, je pense que l'incident a été clos. Et c'est ça qui est important. Si ça doit faire avancer le droit, tant mieux. Mais si ça doit faire reculer le droit, alors je dis non, je n'assisterai pas donc à des spectacles donc de présentation de détenus en violation de tous ses droits devant la presse pour quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence. Donc de cette manière, menotté. Alors je dis non, je ne peux pas assister impuissant à ce scène et je ne peux pas non plus rester en tant qu'avocat pour me taire uniquement pour m'assister et regarder de façon en tout cas impuissant ce qui se faisait. Voilà. Alors, maître, par rapport à ce qui s'est fait, les informations qui sont parvenues, que vous-même vous avez été interpellé d'après ce que on nous a rapporté et conduit à la DGST, est-ce que vous confirmez, maître? Ah oui, en fait, j'ai été interpellé, ils m'ont demandé de les suivre. Pour éviter d'être brutalisé, connaissant donc les excès de certains, je n'ai fait que suivre.
Et j'ai refusé de parler puisque je suis un avocat. Même si on devait m'arrêter ou m'auditionner, cela ne devait se faire que par un procureur général, de surcroît en présence du bâtonnier de l'ordre des avocats, à qui j'ai rendu visite dès mon arrivée dans ce pays, puisque c'est ça notre tradition. Dès qu'on arrive, on rend visite au bâtonnier, comme je l'ai fait du reste dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc j'ai procédé à ces formalités d'usage qui caractérisent l'exercice de notre profession. Sinon, j'aurais prêté le flanc, comme aussi un confrère du Congo a voulu m'accompagner chez le procureur puisque j'en faisais une exigence. Mais le malheureux n'a même pas été reçu par le procureur parce qu'il n'avait pas annoncé mon nom, mais il est resté là avec moi pendant 40 minutes. Des gens ont défilé pour aller le voir et ce n'est qu'à la dernière minute, 40 minutes après, que la secrétaire est venue pour lui dire le procureur a dit qu'il ne vous reçoit pas. Bon, je lui ai dit, cher confrère, je suis un témoin oculaire et auriculaire de ce qui vient de se passer. Et je vais saisir le bâtonnier pour l'informer. Sur ce, nous nous sommes rendus l'après-midi chez le bâtonnier, devant qui j'ai dénoncé ces faits, et qui avait décidé aujourd'hui, justement, de nous accompagner devant le procureur pour relever cet incident, pour que plus jamais cela. À 10h30, j'étais déjà là, à 10h même. Donc j'ai vu le défilé du parquet et de ceux qui se préparaient jusqu'à ce qu'on me dise que voilà, votre client est sur le chemin, donc si vous pouvez venir vite. Et c'est comme ça que je suis parti à la DSI et je l'ai raccompagné en même temps ici au niveau du parquet pour assister à cette scène où la presse était là, le procureur était déjà préparé avec un discours pour expliquer les circonstances de l'arrestation en présence du ministre menotté de surcroît. Alors voilà ce qui s'est passé et je ne peux pas rester insensible à ces violations graves de la loi. Je ne peux rester insensible à ces violations de la procédure parce que mon rôle d'avocat me recommande chaque fois qu'il s'agit même au péril de ma vie ou de ma liberté de défendre quelqu'un sur ses principes, de le faire dans les règles de l'art avec le respect dû à l'institution judiciaire, mais pas de compromission. Et c'est pourquoi c'était facile de faire comprendre que celui qui demandait qui vous êtes, s'il avait pris le soin de respecter cette visite de courtoisie, au moins, s'il le mettait dans l'obligation de recevoir le confrère qui m'avait conduit et qui n'avait même pas annoncé mon nom, alors je pense que s'il avait respecté les règles qui gouvernent le rapport entre avocat et parquetier, alors il n'y aurait pas eu cet incident malheureux, mais l'incident était considéré que c'était j'ai trouvé ici des avocats déterminés, une police aussi, pour une bonne partie de la police professionnelle, c'est vrai, mais il y a des hommes, malheureusement, qui travaillent dans l'excès. Il y a des hommes qui se croient, en tout cas, investis d'une mission divine, au-delà de la mission régalienne qui leur incombe, et qui voudraient faire plus que tout le monde, mieux que tout le monde, et malheureusement, qui gâchent même l'image de la justice de ce pays, l'image de la démocratie et l'image de nos institutions en Afrique. C'est dommage. Maître, vous entendez demander de quitter le territoire congolais, vous pouvez encore y séjourner et assister vos combis à l'islam? Non, mais écoutez, docteur, on a failli me reconduire hors des frontières. Mais grâce à la mobilisation de tout le monde, de tous mes confrères, du bâtonnier et de toute autre autorité, il faut le dire. Je pense que les gens ont repris, en tout cas, disons, le bon chemin. Ils ont compris que l'œuvre de justice, malheureusement, est ce que nous avons vu aujourd'hui, mais aussi l'œuvre de l'avocat dans l'exercice de sa profession, c'est de défendre le client en toutes circonstances avec toutes les armes dont il dispose, notamment notre loi fondamentale, le code de procédure pénale, le code pénal. Je n'ai que cela comme arme. Je n'ai pas besoin, car j'ai appris avant de venir ici, d'un grand écrivain, Alain Mamboukou, qui disait à Dakar, je ne peux plus rentrer chez moi
Dakar, on m'accuse de faire des coups d'État avec des verbes, des compléments et des sujets. Moi, si je dois faire des coups d'État avec mes plaidoiries, alors je dis, Mabenko, Alain avait raison de dire à Dakar, il y a 2 mois, que je ne peux plus rentrer chez moi parce qu'on m'accuse de faire des coups d'État avec des sujets, des verbes et des compléments. Maître, on comprend très bien que la situation est grave. Dans cet entretien, vous avez eu des mots assez durs par rapport à la justice congolaise. Vous avez assisté au Congo au deuil du droit. Vous avez assisté au règne de l'arbitraire. Est-ce qu'il faut craindre, Maître, aujourd'hui pour la justice sur le continent africain? Écoutez, j'invite tous les acteurs politiques et tous les acteurs de la justice à faire preuve de professionnalisme dans la gestion de ces dossiers aussi sensibles, à faire preuve de professionnalisme dans la gestion des crises politiques que traversent nos États, à faire preuve de sens de la mesure dans la gestion surtout de ces dossiers. Alors, je pense que si chacun fait son travail, comme le disait Montesquieu, quand dans un pays, tout le monde passe son temps à faire la cour qu'à faire son devoir, tout est perdu. Je voudrais, à l'attention de cet homme et de cette recommandation, que les magistrats qui sont chargés du dossier, à l'image de ce que j'ai vu en tout cas au niveau de la police, où je le reconnais, il y a eu beaucoup de professionnalisme. Je souhaiterais à l'avenir que ces cadres de l'État qui sont au niveau de la justice puissent davantage aider nos pays en exerçant leur mission avec indépendance. Car, comme disait Alain Perfit dans son livre Les cheveux du lac Ladoga, la question de l'indépendance de la justice est une question d'homme, de tempérament et d'éducation. Le magistrat qui ne veut pas être indépendant ne le sera jamais. Celui qui veut être indépendant, donc qui ne veut pas l'être, quels que soient les textes mis en vigueur pour le rendre indépendant, il ne le sera jamais. Mais nous devons comprendre que la difficulté de la mission et les enjeux ainsi que les risques que nous faisons courir à nos pays doivent nous conduire à mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts personnels et de nos ambitions personnelles. Mais lorsqu'on met plus en avant les ambitions personnelles au détriment de l'image du pays et de la justice, il est dommage de constater ce que nous avons constaté ce matin. Heureusement que d'autres personnes ont réparé ce qui pouvait être l'irréparable. Êtes-vous inquiet, Maître, pour terminer cet entretien, sur le sort de la justice au Congo? Je suis inquiet, non pas pour le sort de la justice au Congo, mais surtout sur le sort des opposants. J'ai comme l'impression aujourd'hui que tous ceux qui se sont présentés contre Dieu le Père se sont retrouvés en prison. Ce n'est pas une bonne image de la démocratie dans ce pays et ça n'augure de rien de bon. Alors si maintenant, pour régler les questions politiques, on a besoin aujourd'hui de faire appel à la justice, de faire appel justement aux experts judiciaires pour asseoir des accusations, pour préparer des dossiers d'accusation en violation de l'immunité parlementaire des députés, en violation de la loi fondamentale, en violation du code de procédure pénale. Je pense que si vraiment, pour régler des comptes politiques, on a besoin de toucher à tout cela, ce n'est pas une bonne démarche. Je ne conseille à personne d'aller dans ce sens. Et si tel était le cas, je souhaite aujourd'hui, à la lumière des premiers actes posés, qu'il y ait une rectification immédiate des procédures et de la gestion de ces procédures par ces hommes qui ont en charge le destin de ces personnes poursuivies, mais qui ont en charge aussi l'image du pays à travers l'exercice qu'ils font de la justice et l'exercice de leur sacerdoce en tant que praticiens du droit. De grâce, qu'ils nous épargnent des situations malheureuses que l'Afrique a toujours connues, où chacun sait pertinemment que ce ne sont que des questions de justice qui ont été à la base des plus grandes crises politiques. Alors, c'est après maintenant qu'on peut crier, il faut arrêter cela, il faut arrêter. Je pense que c'est le moment. C'est un appel du cœur pour ce que j'ai vu
tous ces gens qui se battent, qui ont besoin de s'exprimer dans la rue, qui ont besoin de s'exprimer à travers leur parti politique, qui ont besoin de s'exprimer tout court et de se présenter à des élections, qu'ils ne soient pas diabolisés au point d'être conduits, menottés devant la presse et à la prison, donc au détriment encore une fois de plus de ce qui nous est plus cher, la défense des intérêts de la patrie, la défense des intérêts de ce pays, qui sont au-delà de nos intérêts personnels et de nos ambitions. Merci, maître. Je rappelle donc que vous êtes à Brazzaville, maître Boukounta Diallo, aux côtés d'André Komissa-Bissa, qui a été déféré aujourd'hui à la maison d'arrêt de Brazzaville. En entendant, qu'allez-vous faire désormais, maître, puisque maintenant votre client devrait attendre son procès? Bon, écoutez, je pense que le plus simple, c'est qu'aujourd'hui, face à ces violations des droits de l'homme et violations de ces droits tout court, la saisine de la chambre de mise en accusation pour demander l'annulation de l'enquête préliminaire qui a été menée et de la perquisition en violation de son immunité parlementaire demeure une exigence pour les avocats que nous sommes, demeure également la première formalité à accomplir. Et vous savez bien que l'annulation de ces actes et de tous les actes subséquents suivent dès lors qu'on considère que l'inculpation qui a suivi s'était fondée sur les perquisitions effectuées sans la levée de son immunité parlementaire, s'était fondée sur des déclarations faites à la police sans la levée de l'immunité parlementaire en prétextant d'un flagrant délit qu'on a vite oublié. Donc je pense aujourd'hui, la chose la plus évidente, c'est de saisir la chambre de mise en accusation pour demander l'annulation des actes d'instruction qui ont été posés au niveau de l'enquête préliminaire et de tous les actes subséquents. Je veux parler donc de l'inculpation et des qualifications qui ont suivi d'atteinte à la sûreté de l'État, de détention d'armes, perquisition faite en l'absence de l'intéressé et de ses droits, de ses avocats, et en l'absence de la levée de l'immunité, puisque le texte est clair et parle d'interpellation ou d'arrestation. L'interpellation ou l'arrestation doit être précédée de la levée de l'immunité parlementaire, sauf en cas de flagrant délit, article 130, alinéa 3 de la Constitution du 25 janvier 2015 du Congo. Alors, c'est clair. Je pense que là, si nous faisons que du droit, il n'y a pas de raison que monsieur Salissa puisse rester davantage en prison détenu, car tous les actes qui ont été posés sont nuls et de nul effet. Djeredjef, maître. Djeredjef, maître. C'est moi qui vous remercie. Djeredjef aussi. Voilà.